Le même procédé par lequel quelques personnes, fortes de l'autorité conférée on ne sait ni pourquoi ni comment, à leur vue, déclarent mauvais, une fois pour toutes, un pays qu'elles n'ont pas vu, où elles n'ont pas vécu, et dont elles ne parlent pas la langue. Le même procédé est à l'œuvre lorsqu'un livre est condamné sans avoir été lu, par des gens qui, fatigués de voyager peut-être, n'ont pas laissé leur regard prétendument pénétrant traverser la frontière d'une couverture. Hélas, ces gens-là ne font pas que vous déconseiller d'obtenir le visa pour le livre qui leur a si fort déplu de loin, en s'opposant à la publication de ce livre, car tel est leur pouvoir. Ils vous empêchent très physiquement d'y accéder. Proust, par un effort sur sa mémoire, parvenait à faire sortir tout un pays, ville et jardin, d'une tasse de thé. Par un effort contraire, ces gens-là parviennent à faire croire que dans un pays, dans un livre, il n'y a rien. C'est ce que nous allons voir, lecteurs. Sautons ensemble la barrière de ces importants intermédiaires. Suivez-moi, je vous apporte du pays. Maman avait parlé. J'irai, à 3 ans de l'université, achever mes études secondaires en Occident. Elle avait lu ou vu, sur Weipo probablement, que l'Empire britannique de la grande époque envoyait les plus fortunés de ses enfants se former à la culture classique, en France, en Italie, en Grèce, bref, sur le beau continent. Ne sommes-nous pas l'Empire britannique du XXIe siècle, en plus grand ? Avait-elle lancé concise et fière, avec ses bras croisés comme une Commanche d'Orient, avant de déclarer que sa fille aurait, elle aussi, son grand tour. Maman avait de l'Empire à la maison. Elle ne reviendrait pas plus sur sa décision que les soldats de Sa Majesté ne reviendraient hanter colonialement l'Asie, si bien que ce projet au contour imprécis, qu'elle avait appelé « mon grand tour », s'accomplirait, et dans les plus brefs délais. Prêtant mon jeune corps à cet aristocratique projet, je mettrai mes blanches mains dans le panier européen afin de tâter et de soupeser chaque pays, qu'elle comparait avec beaucoup de légèreté à des fruits. Je goûterai à toutes les cuisines, toutes les coutumes, toutes les langues, et, après mûre réflexion, choisirai où m'établir pour étudier avec le plus de profit. Plus habituée toutefois à s'éloigner par la pensée que par le corps de son milieu familier, maman dut éprouver les craintes qu'éprouve peu ou prou une mère à l'idée que son enfant, une fille, puisse rencontrer quelques pépins une fois livrée à elle-même dans une région du monde, pas tout à fait exotique, mais tout de même assez barbare, car elle se tourna vers papa en ajoutant « Et tu seras son chaperon ». Baguette de bambou à la main et lèvres au bol de riz, les deux grands touristes ne s'opposèrent pas au surplus de nourriture tombant sur leur tympan. Papa ne recracha pas le dé de potiron qu'il pressait entre langue et palais pour en savourer le jus. Je ne m'étranglai pas davantage sur le carré de tofu que je venais d'attaquer. L'annonce, malgré sa soudaineté, n'était pas un plat si nouveau qu'on eût le droit de le refuser. Elle n'avait plus non plus de quoi brûler comme des aubergines en papillotes tout juste sorties du four. De fait, c'est avec beaucoup de calme que papa leva la tête, qui semblait pleine d'apaisantes pensées, et ouvrit une bouche de laquelle la masse de pulpe orangée avait complètement disparu. « Quelle école ? Quel pays, s'il te plaît ?» demanda-t-il, en lieu et place de l'étonnement auquel il aurait pu d'abord vouloir céder. La fillette que j'étais encore, moins impassible, mais aussi moins preste à mastiquer, ponctua la double question paternelle d'un « Et quand potirons-nous » Mon français, jeune, frêle, incomplet, se caractérisait à l'époque par une grande malléabilité, laquelle permettait aux mots de se mêler et parfois de se fondre dans les sonorités les plus récentes. Ainsi, l'apprentissage de potiron
remontait-il au début d'un repas qui, techniquement, n'était pas encore terminé. Ni papa ni moi n'avions parlé la bouche pleine, et c'est heureux, car nous éclatâmes de rire en même temps. Ensuite, il fallut régurgiter, c'est-à-dire expliquer à maman, qui ne parlait pas français, mais qui, tel un poussin affamé, enfonçait tête et bec dans la gorge de l'un ou de l'autre de ses interlocuteurs jusqu'à ce qu'elle ait été rassasiée. Maman est née loin, loin avant Sinawepo. Combien de fois m'a-t-elle dit pour mon édification, les jours où je tarde à lui rendre un de ces deux appareils connectés, que, dans son enfance, le téléphone, le vieux gros téléphone d'avant avec son cadran qui mordait les doigts et sa queue de rat coincée dans un mur, n'était pas même arrivé dans son village. Elle aurait 16 ans bien sonnés avant qu'un premier dring-dring ne retentisse dans la maison du peuple, sur la place où les trois quarts des villageois s'étaient rassemblés en vue de l'événement. Preuve que le téléphone arabe, du moins, fonctionnait parfaitement. Maman n'était donc pas née intellectuellement de la dernière invention. Elle n'avait pas attendu que le géant Weipo se déversât incessamment en flots d'images, avec textes et commentaires, directement dans le cerveau en entonnoir des gens, pour imaginer en faveur de sa fille un voyage digne des lords anglais. Son grand tour, fruit d'une lente et longue réflexion, n'était pas du tout comparable au petit tour, auquel papa m'invitait et m'invite encore parfois lorsqu'il se reprend à vouloir empêcher par un petit tour au parc que la routine ou l'écume des jours, comme il appelle ça, ne s'empare ne serait-ce qu'un court moment de ma vie. Sous l'écorce d'apparente précipitation avec laquelle maman avait lancé ce fruit, telle une bombe au milieu de la table où nous mangions, se trouvait un projet arrivé à pleine maturité. La bombe, une grenade, éclata avec douceur, dévoilant les entrailles de l'intention. Dans une école de là-bas, 4 ans, voire seulement 3, serait pour sa fille le visa idéal pour entrer à Tsinghua, l'université des universités, à Pékin. Tel était son projet pour moi, projet dont l'essentiel à ses yeux était moins de savoir combien de temps il durerait ou combien de pays il me faudrait traverser pour son accomplissement, que de posséder la certitude dès le départ qu'il se terminerait par mon retour. Des quelques poèmes français qu'elle avait exigé que papa lui apportât en dot de son pays lointain, amoureusement traduits et commentés, son préféré était de loin « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage », ou comme Cestuila qui conquit la toison. Des 2 vers suivants, et puis, retourné, plein d'usage et raison, vive entre ses parents le reste de son âge. Elle avait même fait ma devise, m'intimant de les mémoriser de façon à les lui réciter souvent. Le grand tour, ainsi vu par maman, c'est-à-dire vu par le biais de la fin, et non du commencement, évoquait à papa une toute autre citation, qu'il me souffla un jour à l'oreille, avec ordre cette fois de ne surtout pas la répéter, sous peine de jeter maman dans un abîme de réflexion. Une citation est une incitation à penser plus profondément. Celle de papa, qu'il tenait d'un certain Beckett, était, contrairement à celle de maman, ou peut-être dans le prolongement de celle de maman, une considération morose sur tout ce qui venait avant la fin. J'entendrai toujours le bruit de ventouse de ses lèvres s'arrimant à mon oreille avant que ne passent dans mon cerveau, tels des astronautes condamnés à errer jusqu'au bout du monde dans un module de survie, les mots « La fin est dans le commencement et cependant continue ». On voit que, pour sa part, et malgré la négativité de la citation, papa préférait aborder la question du voyage par son départ, et qu'il privilégiait l'idée d'avancer sur celle d'arriver. De toutes les façons, il embrassa le projet de maman avec une joie plutôt sincère, en déclarant que dans la fin se trouvaient de nouveaux commencements, et qu'après le grand tour et le retour triomphal au pays, viendrait le jour de mon entrée dans une grande université. Parmi les confidences de papa, et comme une ligne fine tracée sous sa vie passée, il y avait un voyage à pied sur les routes de Compostelle. Récit pour toutes les oreilles, y compris les miennes. Ce voyage avait dû laisser un caillou dans la chaussure de papa, mais un caillou blanc, de ceux qu'on ramasse car ils serviront à marquer un souvenir particulièrement favorable. Papa y revenait régulièrement. Ce qu'il nous peignait comme un périple à la fois ardu et enrichissant était rendu, hélas, par sa façon d'avancer, trop ardu à suivre quand il quittait les routes bien tracées du langage de maman.
parlant d'un pèlerinage qui n'était pas un pèlerinage au sens proprement chrétien, mais qui l'était devenu en chemin, à force de marcher seul en tête du passé. Papa, malgré ses tentatives répétées pour nous transporter sur les chemins cabossés du nord de l'Espagne, qu'il prétendait dérouler sous nos pieds comme si nous y étions, papa s'est perdu plus d'une fois dans des explications compliquées, contradictoires et inutilement contraires à la rude simplicité du paysage. Ni maman, ni moi, ni personne ne pouvait l'aider à lire la carte qui s'ensablait dans sa mémoire, ni encore moins traduire en chinois les notes griffonnées dans le carnet imaginaire de ses 20 ans. Papa était seul face à la complexité de son souvenir et d'une langue apprise sur le tard. Peut-être d'ailleurs que le désir d'être de nouveau seul, comme avant, seul comme du temps de ses expéditions dans l'isolement, peut-être ce désir le poussait-il sans le savoir à nous perdre parfois dans le nuage de poussière soulevé par ces constants zigzags entre passé, futur et présent. Toujours est-il que maman, à la grande surprise du conteur, peu habitué à ce qu'elle accueille avec de tels égards ses bucoliques errements, l'écoutait religieusement parler de Compostelle, qu'il m'est arrivé d'imaginer, quant à moi, comme une longue langue de poussière conduisant à une coquille remplie de compote d'érelle. Si maman en savait moins sur le périple ibérique de mon futur papa qu'en une vidéo de Weipo sur le grand tour des jeunes lords anglais, elle avait été frappée par l'évocation du document à la coquille qu'il avait dû faire tamponner dans chaque ville ou village sur son chemin, lequel chemin, loin de s'arrêter à Compostelle, se prolongeait dans l'esprit de maman jusqu'à Canton, où elle avait su convaincre mon père, jusqu'alors indécrottable, de secouer une fois pour toutes la poussière de ses vagabondages sans fin. Héritière involontaire des petits bureaucrates qui avaient façonné son pays à coups d'édits procéduriers littéralement recouverts de tampons, tous plus importants que les textes qu'ils servaient à authentifier, elle imagina à partir de ce moment qu'il me suffirait d'aller de ville en village d'Europe remplir mes livres scolaires de tampons divers et variés, attestant de mes évolutions pour qu'à mon retour, de ce côté-ci du continent, l'on m'accueille à bras ouverts, y compris dans l'université la plus fermée, la plus élitiste, la plus quant à elle de Chine. Il convenait, disait maman à l'appui de ce grand et apparemment très inutile détour, il convenait de frapper les esprits, plutôt que d'aller frapper sourdement aux portes d'une telle institution. Comme la montée des marches de la cathédrale de Compostelle commençait en réalité dans les Pyrénées, à la frontière entre les Pays basques français et espagnols, l'entrée à l'université Tsinghua était conditionnée à ce long effort, mais c'était en réalité pour moi la voie royale. Maman était dans l'esprit de Sun Tzu, et elle l'était de fait sans même avoir eu à sortir beaucoup de la logique des tampons. Une fois que les pays ayant offert au gré de l'histoire ses plus beaux sauts à l'Europe seraient inscrits dans ma grande boucle comme des matières à étudier, j'apposerai mon nom sur le document attestant de mon voyage que je soumettrai alors à Pékin en vue de mon acceptation. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. On partirait à l'approche de l'été. À l'insu de LP, qu'un cours de yoga emportait chaque jour avant l'aube, Emma freinait des 2 pieds, au réveil, comme toujours du reste depuis que l'école lui avait été imposée. Elle freinait de la voix aussi, et les sabots qu'elle mettait à son discours pour lui donner du poids avaient souvent changé avec l'usure des années. Pas si passive, la résistance qui consiste à faire ce qui est demandé sans jamais dire « Avec plaisir, papa ». Coincée entre le guidon de ma moto, qu'elle repoussait de ses bras maigres mais endurants, et moi, son oppresseur pressé de la conduire où elle n'allait pas de son plein gré, elle chantait désormais chaque matin, avec un je ne sais quoi de Brassens ou de Léo Ferré dans la voix, qu'Ulysse était peut-être très content de son voyage, mais qu'elle ne voyait pas pourquoi il lui fallait aller conquérir une toison, elle qui moins que personne voulait la peau d'Europe. Elle était déjà très heureuse comme cela, en somme, et préférait de beaucoup être ceste-là qui resta à la maison. Homère de parfois simplifié en oh merde et un plaisant du belay, du balai, étaient devenus ses jurons français, ceux qu'elle criait à tue-tête à travers son casque, avec lequel, pour ponctuer ses explosions de colère,
Elle me donnait de gentils coups de tête, persuadée que si mon casque intégral me mettait à l'abri de l'entendre, elle se ferait au moins entendre de cette façon. Oh, je ne me faisais pas trop de mourons pour elle. Emma comprendrait en chemin, sur le long cours. Elle comprendrait le jeu à la fois complexe et pur des forces qui nous poussaient au loin, de même qu'elle avait compris en chemin vers l'école le besoin libérateur de crier son irrespect envers Homère et du Bellay. Du mouron, Emma, si je l'avais laissé observer l'inquiétude qui tournait dans mon casque noir à visière comme un vieux voile de Chine dans un bocal sans teint, Emma aurait dû s'en faire pour moi. Qu'est-ce que je savais de l'Europe? J'y avais passé ma jeunesse, une jeunesse tard levée, paressée, une jeunesse au ponant. À partir de 28 ans, je ne la reverrai que par épisodes trop brefs et trop espacés, sporadiquement. Pendant 30 ans, je la regarderai comme un cosmonaute regarde son coin de terre depuis l'espace. 30 années de révolution dont l'observation serait motivée par une sorte de nostalgie, non par la force d'attraction d'un terreau à laquelle je n'étais plus sujet. Plutôt que détaché, j'étais, vis-à-vis de l'Europe, en apesanteur. À près de 60 ans, la jeunesse de la vieillesse, d'après Hugo, j'allais y retourner, conscient que tout y avait été tourné et retourné des centaines de fois, et pas dans le sens de ce que je connaissais. Le retour, si tombé des nues il y avait, serait aussi lourd qu'une chute dans l'inconnu. J'avais beau jeu de chatouiller Emma le matin avec une des seules pensées de Schopenhauer qui ne fut pas de nature à décourager n'importe qui de sortir de son lit. Le matin, c'est la jeunesse du jour. Tout y est gai, frais, facile. Il ne faut pas l'abréger en se levant tard. Le fait est que je m'étais levé tard. J'avais abrégé l'Europe. Puis, voyageur imprudent, je l'avais réduite encore, et comme muséifiée, à l'identifier malgré moi à la petite collection d'objets de curiosité qu'elle était invariablement pour l'Orient. En portant Emma le matin sur ma moto, j'étais décidément fondé à couver la crainte, sous mon casque rutilant intérieurement de sueur, que je serais un piètre chaperon, moi qui n'avais pas même réussi à être mieux que ce motard, si pressé d'abandonner son enfant aux portes d'une école où, pour des raisons pas entièrement élucidées, elle ne voulait pas aller, qu'il en ignorait les règles les plus élémentaires de la circulation. Ils fonçaient, Emma et son chauffard, quelle que fût la distance à laquelle leurs préoccupations respectives les projetaient, et quelque grande que fût leur volonté d'arriver là où la moto, avec beaucoup de féroce facilité, les poussait. Tôt ou tard, une moto perd son motard. Moi, elle me perdit à 1 mois du départ. J'eus peur, un beau matin, d'encore mettre les gaz, effarouché par la vitesse à laquelle LP avait décidé que le grand tour se planterait en travers du chemin, comme un arbre, aussi prévisible qu'inévitable. Je vendis la moto. En la troquant pour un vélo, je ne repousserai pas l'échéance, non, mais je gagnerai juste assez de temps pour embrasser ma déseuropéanisation, avec une telle honnêteté que je deviendrai in extremis pour Emma ce que sans doute j'étais déjà sans le savoir, un socratique chaperon. Mon rôle de chaperon de type socratique consisterait à me rappeler que je ne savais plus rien de ce qu'il fallait savoir de l'Europe pour avoir le droit de se dire européen. Puis de le rappeler encore et encore, à Emma d'une part et à sa mère de l'autre. Terrible, l'autre part, car ma valeur d'époux étranger s'était en grande partie construite sur le présupposé que tout ce que je vivrais en Chine ne serait jamais qu'un repoussoir, ne pourrait jamais être autre chose qu'un repoussoir, étant entendu que l'Europe serait pour toujours première, plus évidente, plus actuelle et infiniment plus claire dans mon esprit d'émigré. Je sais que je ne sais rien serait terrible aussi à déclarer dans la mesure où LP continuait de croire que « je viens de Chine » était devenu la version cynisée du « Sésame, ouvre-toi ». Comment lui avouer sans l'inquiéter que je ne serais pas pour Emma le guide éclairé, le Cicérone érudit, le Pangloss qui, planifiant et aplanissant d'avance tous les problèmes, faisait de l'aventure du candide jeune lord anglais une sorte de voyage organisé? Serait-il d'ailleurs à notre avantage de déclarer à qui voudrait l'entendre que nous venions de Chine? Il y avait eu les différents épisodes épidémiologiques, lesquels, mis bout à bout, rendaient presque compte d'une décennie sans voyage. À peine le monde s'était-il cru libéré de ce qui, pour certains, n'avait été qu'une absurde comédie, qu'il y avait eu la guerre des 3 heures.
dont on sait encore très peu, mais si terrible dans sa brièveté que chacun s'était vu contraint de jouer, comme on dit, carte sur table. Le pays de la maman d'Emma, qui depuis longtemps avait la main la plus favorable, l'avait logiquement emporté. La certitude que des gens sans nombre mourraient en un éclair si la Troisième Guerre mondiale avait lieu épouvanta les sociétés occidentales. Celles qui venaient de sacrifier sans grands états d'âme des jeunes par centaines de milliers afin de surprotéger d'une peste imaginaire des vieux pourtant peu voués à les protéger en cas de guerre, se replièrent de façon quasi unanime face à la peste jaune, déchargeant du même coup les jeunes, du moins ceux encore en état de lutter, du devoir de prendre les armes. Face au virus venu de Chine, théorie démentie jusqu'à ce jour par l'intéressé, l'Occident avait adopté, dans une absence de débat confinant à l'autoritarisme le plus brutal, la solution venue de Chine, la mise sous clé ou confinement de ces populations, de toutes les solutions sans doute, sinon la plus antidémocratique, du moins la plus antilibérale. Quand vint le moment de résister ou de céder à un adversaire enfin identifié, c'est la solution occidentale en revanche qui s'imposa. On choisit d'abdiquer totalement, pour ne pas avoir à abdiquer le caractère inattaquablement sacré de chacun pris individuellement. L'esprit du temps l'avait emporté, précipitant un événement connu depuis sous le nom de grand renoncement. Sans avoir jamais bougé, si l'on compte pour rien de petits voyages dans d'autres pays d'Asie, nous avions pris, en compagnie d'1,5 milliard de passagers, le train supersonique de l'hégémonie, tandis que l'Europe prenait le train à marche forcée de la décroissance et du repli. On eût dit que le décalage horaire, au lieu d'osciller entre 6 et 7 heures, s'était accumulé. C'était en des jours entiers, parmi les jours les plus difficiles à comprendre, les plus difficiles à assimiler, que se chiffrait à présent le décalage horaire. À quelle heure étaient les mentalités européennes? Les mœurs? La littérature qui m'avait donné les ailes de l'envol, il y a 30 ans, était à 10 000 lieues. Il n'était même pas besoin d'invoquer la censure pour expliquer que ce qui se faisait en Europe ne remontait pas abondamment. Dans le long interrègne linguistique causé par la disgrâce politique de l'anglais, peu de ce qui s'écrivait dans d'autres langues était lu et moins encore se traduisait, rendant les ouvrages les plus récents pratiquement introuvables. Forçant en cette période de disette à relire Malraux, Camus, Proust, Montesquieu, Rousseau ou Rabelais, la Chine, de fait, condamnait l'Européen exilé à toujours plus de classiques. Comme les planètes semblent à certaines époques se déplacer en sens contraire des signes du zodiaque, l'Europe littéraire, pour l'observateur lointain, semblait prise dans un mouvement rétrograde. Ce qui était vrai de l'Europe littéraire l'était dans une moindre mesure de l'Europe des mœurs, de l'Europe des idées et, au bout du compte, de l'Europe tout court. Or, il était évident que, sous une apparence trompeuse de non-changement, de permanence, tout avait été bouleversé. Plus rien n'était ni ne serait comme avant. Une plage fréquentée dans ma jeunesse pouvait cacher la pire espèce de sable mouvant. Une bombe lancée pendant la Seconde Guerre pouvait ressurgir à tout moment et déchirer tout ce qui, bon gré mal gré, tenait encore d'une pièce. N'importe comment, je devais me préparer à un rapatriement problématique. Je serais le correspondant de guerre revenant au pays pour couvrir une guerre de nature plus intérieure. Il conviendrait d'être armé de prudence, d'être attentif au craquellement. Pour Emma, je marcherais comme un chat sur des coquilles d'œufs. Alourdi, c'était à craindre, par mon auréole de rat, de traître, de collabo. Le commerce triangulaire a fait notre richesse relative. Les enfants que les mères abandonnent dans l'arrière-boutique pour que Guérand les gave de langues étrangères constituent la première pointe du triangle sur lequel l'entreprise familiale est bâtie. L'anglais surtout faisait vibrer de ses sonorités le simple rez-de-chaussée vitré des débuts, avant que, de minute en minute, puis de quart d'heure en quart d'heure, lentement mais sûrement, l'espagnol et le français ne grignotent le monopole qu'il exerçait sur les esprits de mamans encore peu convaincus du grand renversement géopolitique qui s'opérait de leur vivant. Aussitôt que les enfants ont été poussés dans l'antre de l'ogre linguistique qu'est à leurs yeux mon mari, les mères retournent en sautillant dans la partie avant, la plus lumineuse, la plus publique de la boutique, s'empiffrer de pâtisseries,
puisque sans ces dernières, il y aurait sans doute encore des mères, mais que sans les mères, il n'y aurait tout simplement pas de pâtisserie. Ce sont aux mères, et non, en dépit de leur grand mérite, aux pâtisseries, que revient la deuxième pointe du triangle. Confectionnées selon des recettes d'ici, avec des ingrédients régionaux et juste ce qu'il faut de savoir-faire importé, mes petits fours mangue et melon, variété locale, mes tartes aux fruits du dragon, mes bouchées de crème parfumées au durian, envoyaient déjà les clients dans les lointaines étoiles à l'époque où la Chine conquérait la face cachée de la Lune. Des galaxies de couleurs cachant des saveurs insoupçonnées s'étalent à l'œil nu, une voie lactée de sensations gustatives appelant à être explorées et à des prix pas du tout astronomiques. Peu favorable à la conquête de l'espace, Guérand, qui n'a pourtant rien fait de 20 à 40 ans que de quitter son monde, me ramène sur Terre en me rappelant que par l'emploi que je fais de la crème fraîche, du cointreau, du rhum et du café, dont mon fameux tiramisu sinisé ne peut se passer, je construis ma lointaine colonie du goût à l'image de son vieux monde. L'ingrat. Mes pâtisseries parfaitement sinisées mettait de la nourriture dans nos assiettes quand sa barbe roussâtre faisait encore fuir les mamans effarouchées. Une fois que la mauvaise conscience, causée par la consommation répétée de mes gâteaux, pourtant légers comme l'air, s'est durablement installée, les mères deviennent très réceptives aux bienfaits des cours de yoga se donnant à l'étage. La boucle est bouclée. Esclaves de leur gourmandise, elles sont transportées sur mes tapis de yoga par les promesses d'importants bénéfices physiques et mentaux, cela devant leur servir à retrouver leur taille d'avant. Mais d'avant quoi? Ce n'est pas clair. Avant la naissance de leurs enfants? Avant les gâteaux auxquels est faussement attribué le surpoids? Ceci a renforcé la petite voix qui devrait leur faire dire non aux pâtisseries. En quelque sorte, mon travail et celui de mon mari se recoupent et s'additionnent étrangement. Les enfants reviennent à leur maman, infichus de répéter ce qu'ils ont appris à l'arrière, tandis que les mamans reviennent à mes gâteaux, incapables d'appliquer ce que leur a appris leur voix intérieure. Sans la culpabilité qui conduit au désir de se corriger, de se parfaire, le triangle ne serait pas complet. Les enfants, leur mère et la culpabilité de ces dernières, ou, si je voulais marchandiser les rapports qui nous unissent depuis la fondation de notre entreprise, langue, gâteau, yoga, voilà le commerce triangulaire à la source de notre confortable prospérité. Triangle dans le triangle, Emma, Guérand et moi vivons petits, inscrits dans la simplicité au cœur de la plus grande civilisation-État qui soit sur Terre. Des moines bouddhistes ne s'abstiendraient pas plus délibérément du bonheur d'être des rois. La vie à deux, puis à trois, a décanté notre philosophie du mieux et moins. Ainsi, quand Emma, 3 ans, demanda à manger avec de grands couverts, comme ceux de maman, Guérand, qui avait attendu ce moment comme un gourmand attend un dessert, s'empressa de lui céder les siens en échange de la cuillère d'enfant, plus à la mesure, dit-il en souriant à son ventre, d'un appétit qui se resserre. À ne plus digérer, ni lui ni moi, le superflu, le gaspillage, mange-t-on peu ou pas aujourd'hui, est devenu peu à peu notre mantra, notre adage. Dans le même esprit, mon mari s'est donné pour mission de travailler dès que et chaque fois qu'il le pourra au cours de son prochain voyage. Il ne peut se contenter de la tâche, pourtant sans répit, de veiller sur Emma. Il faut croire qu'il est devenu chinois, le besogneux chinois tel qu'en Occident il est représenté parfois. Je lui enjoins de n'en rien faire. Passons sur le fait qu'il serait parfaitement ridicule. Pourquoi irait-il faire le chinois à l'heure où son occidentalité revenant d'Orient sera son principal avantage? Les lords anglais ne partageaient pas notre philosophie. Ils dépensaient sans compter, se faisaient portraiturer en patriciens romains par des peintres italiens en vue, achetaient des antiquités qu'il fallait rapatrier à grands frais. Les plus riches traînaient derrière eux tout un entourage, des scientifiques, des artistes, des poètes et un essaim de laquais. Le grand tour était pour eux le voyage d'une vie, un voyage qu'on n'accomplissait qu'une fois, généralement à un jeune âge, et qui devait compter pour toute une vie d'homme, une sorte de pèlerinage en terre de culture. Emma et Guérand ne mèneront pas grand train. Ils n'encourront pas de folles dépenses. Cela étant, et bien que je ne sois qu'un modeste maître de yoga dans une modeste ville du centre du pays, je me suis engagé à leur envoyer chaque mois une pension,
sur laquelle ils pourront vivre sans devoir se préoccuper des questions purement matérielles. Guérand s'est indigné un long moment, protestant qu'un tel engagement rendrait ma vie aussi misérable que celle d'une Pakistanaise faisant les ménages à Dubaï pour entretenir une famille nombreuse restée au pays. Je lui ai remontré que leur voyage ne durerait pas si longtemps que j'ai à souffrir pour de bon de ma condition d'emprunt et que, au demeurant, une pratique de yoga bien entendue m'enjoignait de m'identifier, ne serait-ce que pour un temps, au sort d'une femme moins fortunée. Lorsqu'il s'est fatigué de rechigner, Guérand a réitéré son intention de travailler dès qu'il en aurait l'occasion. Quelque chose de la mentalité chinoise a décidément déteint sur lui. Mais s'il a gagné une qualité qu'il ne semblait pas posséder avant de vivre en Chine, il n'est ni rusé ni habile aux manigances à la manière des gens d'ici. Il refuserait de profiter le moins du monde de son statut particulier pour obtenir de l'avancement. Objectivement, je me demande qui voudra l'employer, sachant ce qu'est devenu l'Europe, s'il fait fi des atouts que lui octroie son passé d'expatrié, à presque 60 ans, quand ils sont de plus en plus nombreux, les Occidentaux, ces jours-ci, qui font des ménages, non à Dubaï ou à Abu Dhabi, mais à Canton, à Taïwan ou à Pékin. Je ne les envoie pas au-devant de grands dangers. Emma et Guérand se rendront dans des pays qui ne se sont pas rendus, mais ralliés. Cela fait toute la différence. Les pays soumis sont tellement plus dangereux que les pays partenaires. De même que nous avons, à l'échelle de notre petit triangle, reconsidéré l'importance de nos besoins et la valeur de nos efforts, l'Europe a eu besoin, pour des raisons touchant directement à sa survie, de reconsidérer ce qu'elle avait été jusqu'ici, ce qu'elle avait perdu et gagné au cours du siècle passé, ce qu'elle voulait être et ce à quoi, dans un futur proche, elle voulait ressembler. Europe, ne blâme pas la barque lorsque la rivière se courbe. Tu n'as pas plié, tu as corrigé le cap pour éviter l'ensablement. Certains, en ton sein, avaient eu le culot de vouloir substituer à une culture millénaire une culture qu'ils entendaient imaginer en quelques heures. Prisonniers de l'immédiat présent, tels des enfants, ils cassaient le jouet qui leur avait été offert. Ils n'aimaient plus tes statuts, ton héritage. La Chine, regardant de loin, repensa à de sombres heures peu éloignées dans son propre passé. Quelque chose de sombrement global pour toi se dessinait, déroutant, irréparable. Le grand reset, qui a toujours été vu d'ici comme un détestable projet promu par les élites occidentales pour contrecarrer l'Asie, était aussi désirable que de gravier dans un bol de riz. Contre la dictature d'un nouvel ordre soi-disant mondialisé, il fallait que quelqu'un te donne un coup de main, même si cela signifiait concrètement de te tordre un peu la main pour te sauver. L'Europe n'était pas en mesure, sans une révolution toujours reportée au lendemain, de mettre fin à la guerre contre les pauvres pour l'enrichissement de quelques-uns. Les peuples étaient amers parce qu'ils avaient été pressés comme des citrons. Les peuples étaient amers comme le sont les bons remèdes du proverbe chinois. Il fallait un acte fort pour les toucher à travers le tampon de leurs gouvernants, occupés à les détruire au sens propre et figuré. La Chine, ma Chine, a libéré les peuples européens de leurs élites délétères. La Chine ne t'a pas envahi, Europe. Elle t'a offert l'occasion de te libérer de tes maîtres et des structures qui t'oppressaient. Elle t'a proposé de te libérer de la peur par laquelle on te dirigeait vers toujours plus de peur, de division et d'étrécissement. Pense que ton élite bureaucratique était pire que celle que nous avions sous Mao. Il y a eu un coup de force inaugural de notre part, je le reconnais. Mais qu'a-t-il fait oublier ou disparaître en fait d'alternative? T'avons-nous prise? T'avons-nous violée, comme les Japonais violèrent Nankin? T'avons-nous pillée? Nous n'en avons rien fait. La Chine, dans son action, ne fut pas contingente. Au contraire, elle fut essentielle à la régénération des vieilles nations européennes que nous admirons tant. Quelle merveilleuse chose que de gagner sans avoir à souffrir. Quelle merveilleuse chose que de perdre sans avoir à souffrir. Tout n'est pas parfait, évidemment. Le système tributaire qui a été instauré suscite de nombreux détracteurs en Occident. Mais la colonisation annoncée comme inévitable n'est jamais venue. Que je sache, et d'où je suis, je vois que mon pays ne veut saisir que dans le sens de comprendre. Les boucs émissaires que les différents groupes
étaient les uns pour les autres dans une Europe divisée, sont-ils devenus, comme on le dit parfois, le troupeau de moutons paissant dans des vallons sous vidéosurveillance, tondus une fois l'an pour habiller les maîtres de Pékin? Je n'y crois pas un instant. De la même façon que la Chine est physiquement attachée à l'Europe pour former le continent eurasiatique, l'addition de la Chine aux pays d'Europe produit une meilleure compréhension mutuelle et comme un supplément d'âme. Les communistes d'aujourd'hui, comme c'est étrange à dire, sont les conservateurs grâce à qui l'Europe de demain peut être de nouveau.